Parlons maintenant du nouveau leadership qui doit, comme vous le dites, qui doit prendre le taureau par les cornes nécessairement et s'engager par exemple dans la... Parce que c'est clair, il faut que l'Afrique accouche d'une révolution, on va dire au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il y ait une nouvelle, on va dire, élite qui prenne le pouvoir en Afrique. Bon, parlons de ce leadership, parce qu'il faut éclaircir un peu cette question pour que déjà cette question soit posée déjà de un et qu'il y ait une netteté sur cette... Parce qu'il y a plusieurs courants aujourd'hui. On voit que le panafricanisme est à la mode en ce moment, le retour, parce que les Africains voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde, que bon, ils sont un peu perturbés. Donc il y a plusieurs courants et tout. Bon, avant de parler de la pensée du Moltra, on va essayer un peu d'esquisser les différents courants qu'il y a. Il y a le courant afrocentristes qui parlent de la maths, des valeurs, bon, je sais pas si vous voyez quoi. Non, mais le courant afrocentriste. Oui. Non, la maths, elle est bien. Elle est bonne. La maths, elle est bonne. Elle est très bonne. Mais elle n'est bonne que si elle est appliquée entre Africains, entre peuples africains convaincus d'un destin commun et qui travaillent dans le même sens. Parce qu'il faut savoir que l'ennemi n'est pas qu'extérieur, l'ennemi est aussi intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des gens en Afrique, des Africains, qui sont systématiquement opposés à la renaissance de l'Afrique. Et ces gens-là, nous ne pouvons pas les considérer comme Africains, tout simplement parce qu'ils ont la peau et les cheveux noirs. Non. Non. Donc, ces ennemis intérieurs, on doit trouver à eux aussi une solution. Bon. Et à partir de là, disons qu'effectivement, le panafricanisme aujourd'hui est une sorte de clé passe-partout. Donc tout le monde, surtout dans la diaspora, bon, il y a des gens qui aussi, pour se donner bonne conscience, se disent panafricanistes. Bon, mais quand on creuse, puisque le diable se trouve toujours dans les détails, il faut ausculter les discours qu'on a en présence. Bon, donc aujourd'hui, dans ce magma compact ou hétérogène, on peut dire qu'il y a un certain nombre de panafricanistes qui sont des réformateurs. On peut dire par exemple, il y a le courant réformiste, ou bien le courant réformateur, qui prône une certaine retouche des éléments du système, pensant que déjà l'Afrique est faite et qu'il y a des États, donc il faut partir de ces États pour faire quelque chose. Par l'investissement économique, voilà. C'est ça dont vous voulez parler. Absolument. Absolument. Par le partenariat avec la Chine. Voilà, qu'il faut, bon, comme les structures sont déjà en place, les problèmes qui se posent sont plutôt d'ordre institutionnel. C'est plutôt les pouvoirs qui ne marchent pas très bien, donc, et qu'il faut, il va suffire de remplacer Blaise Compaoré par je ne sais qui, ou bien Faure Gnassingbé par un panafricaniste, pour que les choses changent. Ce ne sera pas ainsi, par exemple. Dans le même temps, il y a des panafricanistes qui interviennent dans le débat des pays dans lesquels ils sont, et qui disent par exemple qui excluent par exemple que les Africains qui se sont naturalisés votent pour un certain nombre de partis, notamment des partis nationalistes dits xénophobes. Mais c'est complètement contradictoire. C'est-à-dire que si nous prenons l'idée, ou bien si nous défendons l'idée que les Africains doivent être ceux qui fassent la loi dans leur espace géographique, pourquoi alors pourquoi alors condamner les Occidentaux ou les Européens qui veulent faire la loi chez eux avec des partis qui ne sont pas en notre faveur. Bon, et en plus, de plus, aucun parti occidental, aucun parti en Occident ne milite pour l'Afrique. Vous voulez dire des partis qui disent clairement que... À la limite, ces partis nationalistes xénophobes qui disent aux Africains de rentrer chez eux sont nos alliés objectifs. Ces gens-là, on peut même les remercier parce qu'ils contribuent à la prise de conscience des Africains.
en leur disant que non, chaque peuple doit avoir un territoire où il réside et où il fait la loi. Donc ces partis, normalement, si bon, des gens sont si intéressés d'intervenir dans la politique de ces pays-là, si des gens doivent faire quelque chose, c'est plutôt encourager l'émergence de ces partis. Hein, qui par leur discours, par leurs actes, hein, vont renvoyer les Africains chez eux. Hein, cela aidera énormément l'Afrique. Mais dans le même temps, il y a un autre courant qui est purement spiritualiste dans ce mouvement de renaissance panafricaine, hein, qui centre tout sur le culturel, hein, le religieux. Hein, c'est une sorte de diade, hein, religieux pour une Afrique qui retrouve purement et simplement ces préceptes religieuses antiques, etc. Non, ça c'est fondamental, hein, dans la vie d'un peuple, parce que la religion, elle soit le ciment d'un peuple. C'est la religion qui permet à un peuple d'avoir, de savoir les relations qu'il doit entretenir avec lui-même et les relations qu'il doit entretenir avec les autres. Mais la religion n'est pas tout. La religion est certes importante, mais elle n'est pas tout. C'est pour ça que nous, ce que nous faisons, c'est de réintroduire la nécessité de la géographie dans le contexte de la Renaissance africaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire en dehors d'une géographie, en dehors d'une population qui réside sur un territoire qu'il maîtrise effectivement. Ouais. Donc, c'est la géographie qui fait l'histoire et non le contraire. On ne va pas faire la Renaissance dans les salons parisiens, dans les salons suisses, dans les salons de Washington. On ne va pas. Un peuple ne fait pas l'histoire dans l'air. L'histoire ne se fait pas hors sol. L'histoire se fait sur un territoire donné. Donc, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sera pas la Renaissance, disons, spirituelle et tout ceci qui va déterminer les rapports de force, hein, du monde, qui vont déterminer l'état de l'Afrique dans les rapports, hein, de force dans le monde. C'est plutôt la capacité que les Africains auront, hein, de reconquérir leur espace, hein, de sentir le besoin et la nécessité de posséder leur géographie. Et ça, c'est ce que le Moltra prône. Voilà. Et de rebâtir cette géographie, mais de rebâtir cet espace-là, maintenant, à partir, hein, de la Renaissance, de la pensée, de la spiritualité, de l'histoire, de la relecture globale de son histoire. D'accord. Bon, ça a le mérite d'être clair. Donc, pour vous, un peu pour approfondir, il est nécessaire, c'est-à-dire de détruire les enclos coloniaux que nous avons comme État-nation. Mais écoutez, l'Afrique ne renaîtra jamais tant qu'elle sera l'incarnation du visage d'autrui. C'est-à-dire que l'Afrique d'aujourd'hui est le reflet même des intentions, hein, des autres. C'est vrai que c'est l'héritage de la colonisation en Afrique. Absolument. Donc, la première des choses à faire, c'est de détruire ces entités, de les refaire, hein, d'aller vers un État fédéral, hein, avec une idéologie et des instruments communs, hein, de résolution des problèmes que nous avons. Sans cela, on est condamné. Mais quand on tient souvent ce discours-là, les compatriotes disent que est-ce que vous vous rendez compte, c'est immense, de la difficulté. Bon, mais on se rend compte de la difficulté, c'est-à-dire que l'histoire de tous les peuples a été faite dans le sang et les larmes. Seuls les Africains pensent qu'il va suffire de camoufler, de ruser avec l'histoire, hein, de s'inscrire dans une sorte de réformisme propre où il n'y aura rien, il n'y aura ni œil crevé, ni oreille cassée. En changeant juste de partenaire économique. Et que les choses se limitent à cela, c'est faux. Tous les pays se sont construits dans la douleur. L'exemple de la Chine, aujourd'hui, que les Africains admirent, est là pour nous renseigner. Hein? Il y a quelques siècles de cela, l'Allemagne présentait le même problème que l'Afrique. Les pays
les puissances occidentales européennes de l'époque avaient créé des territoires au sein du territoire allemand, avaient installé des petits voitureux qui se font la guerre, qui se jalousaient les uns les autres. Mais à un moment donné, la jeunesse allemande a pris les taureaux par les cornes, a cassé toutes ces structures et a refait l'unité africaine, l'unité allemande. L'Italie avait le même problème. La Chine avait le même problème. Donc, les Africains doivent penser, doivent savoir que leur cas, bien que difficile, bien que présentant des particularismes, bien que présentant des aspects extraordinairement exceptionnels, n'est pas quelque chose d'unique dans l'histoire. Voilà, n'est pas quelque chose d'unique dans l'histoire. Et que si d'autres peuples ont pu relever ce défi-là, ce n'est pas les Africains qui ne peuvent pas le relever. Mais pour relever ce défi, il faudrait d'abord comprendre ce qui se passe, comprendre les forces en présence. Et une fois qu'on aura maîtrisé les données du problème, les solutions vont être dégagées. Mais ces solutions ne seront véritablement implémentées sur le terrain que si on a un leadership capable, responsable, avisé, capable de conduire ce mouvement. Ce mouvement a besoin des gens qui sont capables de l'implémenter sur le terrain, tout en sachant en amont le prix à payer. Voilà. Et il faut le dire aux Africains. Il faut que les Africains le sachent, qu'ils n'iront nulle part avec ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Voilà. Les Africains, l'Afrique ne renaîtra que si on met en sac les pays, les États, ce qu'on appelle aujourd'hui les États africains, et qu'on rebaptise quelque chose de radicalement nouveau à la place de ces entités qui n'ont d'existence que comme résultat du projet d'autrui à posséder l'Afrique et ses ressources de façon durable. Donc bon, ça c'est clairement le discours du Moltra. Et donc bon, quand on voit aujourd'hui la personnalité même des Africains, bon, on va dire, bon, parce que ce que vous prônez, c'est-à-dire, c'est un engagement radical. C'est un engagement radical. Mais aujourd'hui, dans la jeunesse africaine, essayons de parler un peu des faiblesses de la jeunesse africaine. On va dire de ces inconvénients qu'il y a dans la jeunesse africaine. Parce que moi, quand je côtoie mes compatriotes et mes frères et mes soeurs, bon, déjà, je sens bien que pour changer ça, pour changer l'Afrique, il faut un homme nouveau africain qui naisse à la fois mentalement, physiquement et aussi spirituellement. Bon, quand on regarde aujourd'hui, bon, les Africains, ce qu'on aime beaucoup, c'est danser, chanter, se saper, ce qu'on appelle couramment, c'est-à-dire la sapologie, avec chez nos compatriotes du Congo, ou bien le farotage en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire sortir des billets en boîte, c'est-à-dire ce qu'on appelle le faro. La génération Douksaga. Voilà, la génération, voilà, exactement, la génération Douksaga, la génération Kofi Olomide. Et bon, et c'est ça, on est enfermé, c'est-à-dire, même la jeunesse, on est enfermé dans ces clichés, c'est-à-dire de chanteurs, danseurs, frimeurs, bon, voilà. Non, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parlons réellement de ça, la génération Douksaga et tout ce qui va avec, c'est-à-dire faire le malin. Non, mais effectivement, tout ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique n'est pas africain. Je vous disais en début de cet entretien que l'Afrique d'aujourd'hui est une société greffée. Bon, et on dit coupé décalé, c'est africain, voilà. Que c'est la danse africaine. Non mais absolument, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Mais tout ceci est le résultat de l'accomplissement du projet des autres en Afrique. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de redécouvrir notre histoire, ce que nous fûmes, ce que nous étions, et ce que nous sommes devenus. Mais ça ne suffit pas. Il faut expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes devenus ce que nous sommes. Et quels sont les instruments sur lesquels les autres se sont appuyés pour atteindre ce résultat. Bon, je citerai deux outils essentiels. Il y a la religion. Donc, pour édifier un Africain nouveau, on a sorti de l'Africain ce qu'il a de plus fondamental, c'est-à-dire
sa personnalité, son âme, ses croyances. Hein, on a supplanté l'Africain en introduisant dans son cerveau d'autres croyances, d'autres valeurs, d'autres références. Et deuxièmement, on a créé l'école. On a créé l'école africaine pour former ce que les initiateurs même de l'école africaine ont appelé l'élite indigène. Moi, je me souviens que quand au pays, c'est-à-dire, mon bouquin, c'était Nathan. Absolument. Achète. Mais ce n'est pas ces textes, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Puisque nous n'avons pas changé les rapports de force. Donc, voilà. Les programmes même sont fabriqués par l'ancien colon. Absolument. C'est que l'idée, ceux qui ont conçu cette école, l'ont dit clairement, il s'agit de faire de l'Africain un coopérant dans sa propre exploitation. De former une élite indigène collaborant avec l'Occident, le pays colonisateur, dans l'exploitation de l'Afrique. Mais une fois les soi-disant processus d'indépendance engagés et que les indépendances africaines ont été proclamées, il n'y a pas eu un travail de réforme sur la question éducative. C'est pour ça que l'éducation reste et demeurera un chantier fondateur ou fondamental dans la renaissance de l'Afrique. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez vaincre un de ces systèmes, par exemple dans un territoire donné aujourd'hui, ce territoire doit rapidement devenir une sorte de base arrière pour libérer les autres pays. Mais pour que ceci soit réel, il faut nécessairement que dans les mois, dans les semaines qui vont suivre, qu'il y ait un projet, qu'il y ait une réforme en profondeur de l'éducation pour faire émerger en Afrique un nouveau type d'Africain. Parce que sur le plan, c'est pas avec les danseurs de couper des allées, ce n'est pas avec les footballeurs, ce n'est pas avec le show, le show Doug Saga, Kofi Olomide, Papa Wemba. C'est pas avec ça qu'on construit un peuple. C'est pas avec ça qu'on construit une civilisation. Ce n'est pas avec le football qu'on devient une puissance. Voilà. Ce n'est pas avec des producteurs de café cacao, bouffeurs de francs CFA, qu'on devient une puissance. Ce n'est pas avec des gens qui se tuent dans les mines qu'on devient une puissance. C'est pas la réappropriation de son espace. Et une fois que les Africains auront retrouvé la maîtrise physique de leur espace, vous allez voir qu'un certain nombre de problèmes finiront par tomber d'eux-mêmes. Parce qu'il y aura un nouveau rôle prescripteur de la norme qui reviendra aux Africains. Et ce sera le leadership là qui va orienter cet ensemble-là. Donc, la jeunesse africaine aujourd'hui, nous on l'avait dit à l'époque, c'est la génération portable qui avait 2-3 portables entre les mains, c'est la génération qui frime, qui danse, qui rit, qui ne rêve que du grand large, de partir, de venir en Europe, de faire la vie, qui ne prend rien au sérieux. Tout ceci est le résultat de 2 outils fondamentaux, à savoir la religion et l'école. Mais pour parvenir à un résultat inverse, il faut totalement changer de cap. D'accord. Il faut changer de cap.